fera transition avec la deuxième partie de la soirée. 147. C'est le nombre de féminicides que nous avons recensés en 2022. Ce décompte macabre, mais nécessaire, s'est arrêté comme chaque année au 31 décembre, avec le maigre espoir d'une pause pendant les fêtes, et surtout d'un chiffre moins élevé l'année d'après. Mais il n'y a pas de répit pour les femmes tuées parce qu'elles sont des femmes, victimes d'un compagnon ou d'un ex-compagnon, d'un homme dont elles avaient refusé les avances, d'une personne lesbophobe ou transphobe, d'un frère qui estimait devoir laver son honneur, d'un homme se faisant passer pour un client du travail du sexe. Il n'y a, pour les victimes et pour leurs familles, pas de remise à zéro des compteurs chaque 1er janvier, qui, en plus de la douleur de la perte d'une proche, peuvent composer avec le laxisme de la justice en matière de violence de genre. Les pouvoirs publics brillent toujours par leur inaction, alors que ces crimes continuent d'augmenter. Alors parfois, on se demande, à quoi bon compter nos mortes ? Je vous propose du coup pour cette deuxième partie de table ronde sur la colère qu'on a développée justement comme moteur d'action contre les féminicides. Les féminicides comme levier particulièrement mobilisateur chez nous toutes depuis 2018. Donc pour en parler ce soir, je suis accompagnée de 3 expertes. On a Maude Royer à côté de moi. Maude, tu es militante féministe, présidente de l'association Toutes des femmes. Tu fais aussi partie de l'interorga féminicide. J'ai aussi avec moi Lorraine Descartes, qui est journaliste féministe et issue du collectif des journalogues. Tu écris notamment pour des médias féministes comme La Déferlante. Tu es aussi l'autrice de cet ouvrage qui s'appelle Nos absentes à l'origine des féminicides, qui est paru en janvier 2023 aux éditions du Seuil. Et puis on a Sarah qui est militante nous toutes depuis, je dirais, 2022, c'est ça ? Depuis 2022, tu fais partie du comité Paris Nord de Petite 18. Et tu es l'une des militantes qui fait de la veille féminicide. Donc tu fais le décompte des féminicides que vous voyez sur les réseaux sociaux malheureusement à peu près tous les 2 jours en ce moment. Donc 3 expertes aujourd'hui pour nous parler de comment on forge justement cette colère et comment on la transforme en lutte. En fait, on a choisi ce focus parce que on voulait réagir ou contextualiser avec les annonces du ministère de la Justice qui s'est félicité d'une baisse des féminicides de 20%, puisque nous aurions seulement 94 féminicides en 2023 d'après le ministère de la Justice. Ça vous a pas échappé que nous on en a compté 134. Donc on voit qu'il y a quand même un décalage énorme dont on aimerait bien parler ce soir. On aimerait bien comprendre d'où vient ce décalage. La première raison pour l'expliquer, elle est d'ordre définitionnel. On n'a pas la même définition des féminicides. Le gouvernement, lui, se base uniquement sur les féminicides commis dans le cadre du couple. Nous, jusqu'à 2022, à nous toutes, on relayait un décompte des féminicides qui, lui aussi, était restreint au couple. Donc on parlait uniquement des féminicides conjugaux. C'est comme ça qu'on s'est emparé de cette notion de féminicide, je dirais, par notre militantisme. Et du coup, j'aimerais bien commencer cette table ronde par, bien sûr, poser une question à Lorraine. Puisque ton livre parle justement des féminicides conjugaux. Tu fais partie, en tant que journaliste féministe, de celles qui ont contribué à la politisation du terme de féminicide dans le débat médiatique et dans le débat public. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment, d'après toi, s'est déroulé ce processus de politisation des féminicides. Comment on fait sortir les féminicides de la rubrique faits divers ? En fait, c'est vrai que le terme de féminicide, il a émergé dans le débat public, médiatique et politique en France assez récemment. Il y a 10 ans, si on parlait de féminicide, je pense que, même y compris dans cette salle, une grosse partie en fait, des personnes n'auraient pas forcément su à quoi ça faisait référence, puisqu'en fait, c'était un terme qui était, je pense, surtout usité, connu et étudié par la sphère de la recherche féministe. En France, on a globalement du retard dans la politisation des féminicides. C'est un terme qui a été beaucoup étudié et qui s'est beaucoup déployé dans le continent latino-américain,
Du coup, on n'est pas forcément énormément connecté aussi pour les questions de langue à ce territoire. Mais aussi, je pense qu'il y avait une sorte de confusion médiatique, puisque pour parler des féminicides conjugaux, ils étaient présents en fait dans la sphère médiatique, mais sous une autre forme, c'est la lecture du fait divers, qui est vraiment en fait une forme de dépolitisation de ces crimes. Quand j'ai commencé à travailler sur les féminicides en 2016, j'ai commencé du coup à me documenter à partir de cette matière de faits divers, puisque c'était aussi le seul accès auquel on commençait à faire des recherches sur la réalité de ces crimes conjugaux en France. Et je m'étais aussi rendu compte que très souvent, en fait, dans ces articles, ça ne retraçait pas l'antécédent des violences. Où en fait, on se rend compte, et y compris à travers le rapport sur les violences violentes au sein du couple qui est édité par le gouvernement tous les ans depuis 2006, et on sait qu'en fait, il y a une forte proportion des victimes qui ont porté plainte ou qui ont eu des signalements de violence. Et du coup, ça, c'était pas présent en fait, ou très peu dans le traitement médiatique. Et il y avait aussi un énorme problème, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de faits divers qui faisaient de l'humour. C'est assez atroce et qui du coup utilisaient ces histoires sous forme de blagues. Ils avaient été recensés à l'époque par une activiste qui s'appelle Sophie Bourillon avec un blog qui s'appelle Les Motus. Et il y avait eu aussi une charte qui avait été développée pour aider à un meilleur traitement médiatique. Ça a aussi permis à faire émerger ce débat qui est passé par le canal médiatique. Merci Lorraine. Jusqu'en 2022, en fait, début 2022, on partageait, comme je disais, un décompte qui était uniquement basé sur le recensement des féminicides conjugaux. Donc comme tu viens de le dire, Lorraine, en fait, on est aussi parti de là, on est parti de la politisation des féminicides via la sphère conjugale. Et en 2022, on a arrêté de relayer ce décompte, aussi parce que le collectif qui le faisait avait tenu des propos transphobes. Donc il ne nous paraissait plus possible de continuer de collaborer avec ce collectif. Et on a continué le décompte nous-mêmes. En fait, on a créé le décompte. C'est là, Sarah, que tu entres en jeu, puisque d'ailleurs, c'est comme ça que tu as commencé ton militantisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment ça se passe le décompte, la veille média, très concrètement, comment on passe d'un article à une publication sur le compte Nous Toutes et le compte de l'Interroga? Alors en fait, c'est exactement ça. Les membres de l'équipe a mis en place des outils, donc un tableau Excel avec un planning sur lequel on s'inscrit, des alertes Google, donc on se base sur entre guillemets les faits divers, en tout cas les articles qui paraissent dans la presse. On reçoit tous les jours des alertes Google avec des mots-clés et on lit tous ces articles pour détecter les féminicides. Donc après, on les répertorie dans un tableau pour pouvoir faire les statistiques, les décompter, les caractériser, savoir si c'est un féminicide conjugal ou pas. Mais on essaie d'être le plus précis possible pour avoir le maximum d'éléments. Et ensuite, quand on a assez d'éléments, on le publie. Et c'est là tout l'enjeu en fait. Parce que pour nous, il n'y a jamais trop de doutes. On arrive à identifier assez rapidement que ce crime est un féminicide. Après, l'enjeu, ça va être de faire de la pédagogie sur les posts. Et les premières publications, il y avait des commentaires qui parfois nous accusaient d'instrumentaliser tel fait divers. Et c'est de moins en moins. On se rend compte que de moins en moins, on a de commentaires négatifs. Et d'ailleurs, en fait, au moment des annonces du gouvernement, du ministère de la Justice dont je parlais tout à l'heure, sur ce chiffre de 94, le décompte que vous effectuez avec la veille média a fait autorité en fait, dans le discours médiatique, puisqu'on a été inondé de demandes médias pour réagir en fait, sur ces différences de chiffres. Un outil en tout cas pour caractériser ces féminicides, c'est la définition des féminicides. Il faut définir les concepts pour pouvoir les faire exister et les faire exister avec des chiffres. Et ce travail a été réalisé en partenariat avec d'autres associations et collectifs via une structure qui s'appelle l'Interroga Féminicide, qui a été créée aussi en 2022, mais on a passé un an à s'organiser en interne, créer une charte, créer un règlement. Et puis on a mis un an à se mettre d'accord sur une définition avec les autres membres de l'Interroga, donc qui sont la Fédération Parapluie Rouge, Accept-ST, le projet Jasmine qui fait partie de Médecins du Monde, les Dévalideuses, Act Up Paris, Nous Toutes et bientôt Toutes des femmes. Donc la définition, c'est la suivante. Un féminicide, c'est le meurtre ou suicide forcé d'une femme en raison de son genre, et ce, quel que soit son âge ou les circonstances. Et on rajoute que les féminicides s'inscrivent dans un contexte de violence patriarcale systémique
et ou au croisement d'autres systèmes d'oppression. Donc on dépasse largement la sphère conjugale, la sphère du couple, et on élargit cette définition. Et donc là, je vais te poser la question, bien sûr, Maud, de l'importance d'ouvrir cette définition et de décentrer le couple dans la lutte contre les violences de manière générale et, dans ces cas-là, la lutte contre les féminicides. Je pense qu'avant de se demander en fait pourquoi c'est la définition des féminicides comme des meurtres au sein d'un couple qui a longtemps finalement été la définition dominante, hein, c'est peut-être même intéressant de se demander pourquoi en fait il y a un focus du mouvement féministe en France, mais pas seulement en France, dans beaucoup d'endroits du monde, ces 10 dernières années, spécifiquement sur la question des violences. Parce que c'est ça, hein, le truc qui est quand même le plus gros événement politique féministe en France de ces 10 dernières années. Ça part de la question des violences et pourquoi pas, par exemple, je sais pas, des inégalités salariales, qui sont aussi une question centrale quoi, dans l'histoire du féminisme. Et je pense que c'est parce que, une des raisons pour lesquelles ça a pris, c'est que la violence, elle ne fait pas partie du mythe patriarcal. Et quand je dis le mythe patriarcal, c'est le mythe auquel, en quelque sorte, adhèrent les femmes de droite. Dans le mythe patriarcal, le patriarcat qui marche, entre guillemets, où les hommes et les femmes sont dans une position d'inégalité, mais entre guillemets, si les femmes restent à leur place, le deal, c'est que les hommes, en échange, les protègent. En fait, cette violence, elle est là, pourtant, et elle colle pas à ce mythe. Et le mythe historique, c'est le contrat de mariage, historiquement, c'est ça, quoi. C'est en échange de tâches ménagères, en échange d'élever les enfants, de tout le travail domestique. Le mec travaille et offre de toit et de nourriture à sa femme, et puis vient se rajouter là-dessus, à l'époque moderne, le mythe du mariage d'amour. Tout ça fait que non seulement la violence, mais plus spécifiquement la violence au sein du couple ne colle pas, quoi. Même des gens qui, entre guillemets, adhèrent au patriarcat ne peuvent pas accepter la violence au sein du couple. Et donc il y a cette concentration sur la question de la violence au sein du couple, sur la question des féminicides conjugaux, parce que en quelque sorte, elle choque tout le monde. Elle est pas normale, cette violence au sein du couple. Il n'y a aucune idéologie qui la justifie, à part de dire que c'est la faute des femmes. Et donc, du coup, il y a une grosse partie de la tâche des féministes ces dernières années qui est de dire, regardez, cette violence, tout simplement, elle existe. Parce qu'en fait, très souvent, elle a été enterrée, invisibilisée, tournée en dérision aussi, comme tu le disais. Et donc, de dire, cette violence, elle existe, et même, c'est dans le couple qu'elle a lieu majoritairement. Pour casser ce mythe, en fait, du couple qui protégerait les femmes, même dans l'espace privé, en fait, on est dans un espace politique et la violence du patriarcat s'y exerce comme partout ailleurs. Et si on dit que la violence, elle ne pose problème qu'au sein du couple, on ne combat pas le patriarcat, on essaie de le réparer en quelque sorte. C'est quand même pas exactement la même chose, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ici qu'un monde où il n'y a pas de violence au sein du couple, mais finalement le seul endroit où on est en sécurité, c'est si on a un mari. C'est pas un monde très féministe, quoi. On part de là, de dire que le privé est politique et il y a de la violence qui a lieu, mais il ne faut pas en rester là, parce que sinon, finalement, on construit un monde où on répare le patriarcat, on dit, ok, vous serez en sécurité, mais si vous restez à la maison avec votre mari. Et en fait, les femmes ont droit à la sécurité, aussi bien dans l'espace privé du couple hétérosexuel, que dans l'espace public, qu'au travail, qu'au sein de leur famille aussi avant d'être mariés, parce qu'il y a toutes les violences intrafamiliales. En se concentrant uniquement sur le couple, malheureusement, non seulement on ne combat pas réellement, en tout cas jusqu'au bout, le patriarcat, mais en plus, on laisse de côté les plus précaires et les plus vulnérables, qui sont les femmes qui sont exclues, les femmes lesbiennes, qui subissent la lesbophobie, qui ne subissent pas des féminicides en couple hétérosexuel. Il y avait aussi la question des femmes, des violences subies par les travailleuses du sexe, la question des femmes qui sont exposées aux violences de rue, soit parce que c'est des femmes trans qui sont visiblement trans et qui sont surexposées aux violences de rue, qui subissent aussi bien entendu des violences au sein du couple. Dire qu'il y a des femmes qui sont surexposées aux violences dans l'espace public et que c'est pas n'importe lequel, c'est aussi politique, et je pense que c'est quelque chose qu'on a voulu dire en changeant et en travaillant à cette nouvelle définition. Si Sarah et son équipe
mettre de côté ces féminicides, ces crimes genrés. En fait, on ne fait pas exister la totalité du phénomène des violences féminicidaires. Et donc, on permet au pouvoir public de rester dans une forme de confort dans la lutte contre les violences. Bah oui, ça a baissé de 20%, quoi, finalement, on est à 94, et donc il y a des progrès. Enfin, ça s'appelle des opérations de communication sur le dos des victimes de violences, et en l'occurrence des féminicides. Un autre sujet que je voulais aborder, toujours basé sur cette définition, c'était la question des suicides forcés. Et plus largement en fait des challenges que peut rencontrer l'équipe de décompte dans l'opérationnalisation de cette définition. Comment on fait pour mettre en place cette définition et comment surtout elle est reçue. Hier, le collectif Nous Toutes et l'Interorga ont posté le premier cas de suicide, enfin de féminicide via un suicide forcé. Comment est-ce qu'on caractérise un suicide forcé et comment c'est reçu par le public de Nous Toutes? Alors, comment on a fait et comment on l'a caractérisé? Tout simplement, il y a eu un article qui est paru dans la presse qui explicitait les faits en indiquant qu'une conjointe était poursuivie pour agression ayant entraîné la mort, je crois, et harcèlement ayant conduit au suicide. Donc, c'était caractérisé. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il a été placé en garde à vue, je crois. Pour une fois, on avait l'info. À la première lecture même du titre, on avait des éléments pour nous caractériser le féminicide. Maintenant, tout l'enjeu, comme je disais, c'était de faire de la pédagogie sur les réseaux sociaux. Donc, on a parlé de contrôle coercitif, en donnant la définition, etc. Que ce soit appréhendé le plus facilement possible par notre communauté. J'ai regardé avant de venir sur Insta les commentaires sous ce post et moi, j'ai pas vu de commentaires désobligeants ou négatifs qui remettent en question cette définition. Mais notre problème, c'est que ça fait 2 ans, enfin un an et quelques qu'on fait le décompte, et c'est la première fois qu'on en publie un, qu'on en relaie un, sachant qu'il y a eu un article du Monde l'année dernière ou en début d'année qui annonce un chiffre de 780 suicides forcés. J'imagine que le ministère, en tout cas que les journalistes du Monde ont été chercher dans les chiffres du ministère pour trouver ce chiffre, mais nous on ne l'a pas en fait. Parce que c'est pas relayé dans les médias, on n'a pas de source en fait, on n'a pas l'accès à l'information. Ce qu'on est en train de dire, c'est que là, le lien de causalité, il a pu être fait parce qu'il y avait un historique des violences directement lié dans ce cas précis au suicide, et c'est exactement ce dont parlait Lorraine tout à l'heure. En fait, on revient de loin, parce qu'on revient d'un moment où on déconnecte totalement le féminicide du reste des violences, et tout le processus qui a été opéré pour politiser ces féminicides et les lier au reste du continuum des violences, justement, en tant que dernier échelon, permet d'arriver aujourd'hui à un article. Je ne sais plus quel média a publié cet article. J'imagine qu'il y a eu une dépêche AFP et c'est pour ça que ça a été relégué. Et voilà. Mais de toute façon, notre décompte il est sous-évalué, même si les chiffres sont supérieurs à ceux donnés par le ministère de l'Intérieur. Notre décompte, on sait qu'il est sous-évalué parce qu'on se base sur la presse. Elle relègue de plus en plus. C'est un sujet qui interpelle, mais c'est sûr que. Il n'y a pas tout, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux réagir, Lorraine? Oui, je trouve ça hyper intéressant ce que vous venez de partager. Là, je peux mentionner la notion de continuum des violences, et l'historienne Christelle Tarot, elle parle de continuum féminicidaire. Et du coup, en fait, quand on parle de 120, 130 femmes tuées, 140 par an, en fait, il faut comprendre que c'est la pointe de l'iceberg et que en fait, ça recouvre toute une série de violences au sens large, y compris les violences économiques, la dépendance économique, mais aussi évidemment des violences comme le harcèlement psychologique, etc. C'est ce que je raconte dans le livre à travers des témoignages de survivantes qui me racontent en fait que chaque moment de leur quotidien était millimétré selon les exigences qui étaient imposées par leur conjoint, et si jamais elles souffraient à toutes ces règles, entre guillemets, ça allait, mais sinon, c'était des insultes et un risque de violence physique, de représailles, etc. Et à chaque fois que j'ai parlé à des femmes survivantes de violences, notamment conjugales, à chaque fois dans leur témoignage, il y a toujours la question de un jour j'ai pensé au suicide.
Et on peut aussi poser, je vais finir, la question aussi des femmes qui sont toujours en vie aujourd'hui, mais qui payent un lourd tribut des violences. Et du coup, je pense aussi qu'on peut se poser la question de aussi l'impact de cette violence féminicide, y compris sur les survivantes. Oui, tout à fait. Et ça me fait penser aussi à d'autres chiffres qu'on va publier bientôt à YouTube, notamment sur les tentatives de féminicide, donc au-delà des suicides forcés. Pareil, qui sont des chiffres qui n'existent pas en fait dans le discours public et médiatique. Je voudrais rajouter d'ailleurs que la plupart des tentatives de féminicide, en fait, elles sont correctionnalisées et qu'en fait, pareil, j'ai beaucoup de témoignages de femmes ou d'auteurs de violences conjugales qui en fait me décrivent ce que j'interprète comme une tentative de féminicide, par exemple la strangulation. Et très souvent, en fait, dans les tribunaux, plein d'affaires dont je parle aussi dans nos accents et de manière générale, elles auraient pu être assimilées à des tentatives de meurtre, mais en fait elles sont correctionnalisées exactement comme ça se passe pour le viol. Ouais. Et donc, tentative de féminicide, suicide forcé, tout ça, c'est des limitations justement de l'opérationnalisation de la définition créée par l'interrogat féminicide. Et du coup, je vais laisser la dernière question pour Maud. Si tu veux bien nous parler d'une autre limitation sur l'opérationnalisation de cette définition qui sont les meurtres dans les couples lesbiens. On nous pose souvent cette question à l'interrogat féminicide ou à nous toutes. Est-ce que c'est toujours des féminicides? Ouais, c'est une question intéressante à plusieurs titres. Le meilleur moyen de répondre, c'est de revenir à la définition des féminicides. Mais c'est vrai que ça met en quelque sorte toute la définition sur ok, c'est une femme en raison de son genre, et ça exclut un peu l'auteur de la définition. Pourquoi les femmes sont tuées en raison de leur genre? Parce qu'on est en système, parce qu'on est dans le patriarcat et que les femmes sont du côté des dominés dans le patriarcat. Et les féminicides sont toujours des meurtres politiques. Parce qu'en fait, c'est une question de pouvoir qui se joue là-dedans. Et quand tu parlais de contrôle, c'est la même chose, quoi. La violence, c'est le moyen de coercition, et les hommes violents, c'est en quelque sorte les flics du patriarcat. Inclure les meurtres dans les couples lesbiens, qui au demeurant sont hyper rares, dans les féminicides, ça voudrait dire que finalement, on oublie cette question du rapport de domination et du pouvoir et du contrôle d'un homme sur une femme, et qu'on le ferait au nom de la lutte contre l'invisibilisation. L'invisibilisation des violences subies par les lesbiennes, ça, elle est réelle, et il y a une énorme invisibilisation des violences lesbophobes par des hommes, le plus souvent. Cette volonté de vouloir inclure les meurtres dans des couples de femmes dans les féminicides, c'est aussi pour moi un trope très lesbophobe, qui est de considérer les lesbiennes comme plus violentes que les autres femmes, et de penser que finalement que dans un couple lesbien, si on a une qui tue l'autre, c'est sûrement qu'il y en avait une qui faisait l'homme. Vraiment, il y a ce truc très lesbophobe de considérer qu'il y a des dynamiques patriarcales qui se jouent dans les couples lesbiens. Évidemment, il y a des enjeux de pouvoir dans les couples lesbiens qui souvent peuvent se jouer sur d'autres axes de domination que la question du genre, sur la question de la race, sur la question de la classe, peu importe. Mais voilà, il n'y a pas de raison d'inclure ça dans les féminicides. Au contraire, je trouve qu'en fait, l'extension de la définition qu'on a voulu, c'est dans l'autre sens, quoi. C'est vraiment aller chercher les meurtres patriarcaux politiques dans le sens le plus large du contrôle et de la domination, y compris dans des endroits où de toute façon, même avant le meurtre, il y avait une opposition politique et économique frontale, quoi. Mais il n'y a pas de raison de l'étendre dans l'autre sens, vers des choses où en fait le patriarcat n'entre pas en jeu. Merci Maud, merci Sarah, Lorraine. C'était très dense, un peu lourd aussi. C'est ça qui crée la colère, en fait. C'était le but de cette table ronde.